C'était un grand plaisir de venir répondre à l'invitation de l'association dirigée par Madame Aoba et qui a pour objet de promouvoir la femme, sa dignité, son respect, surtout dans le cadre de l'union matrimoniale. En tant qu'expert des questions migratoires, en Europe et particulièrement en France, je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous qui nous a permis de réfléchir avec des psychologues, avec des sociologues, avec aussi le public, sur les voies et moyens pour donner plus de moyens à la femme pour son respect, surtout les violences conjugales. Donc j'ai fait une intervention pour donner des conseils pratiques en cas de violence, que ce soit psychologique, que ce soit des violences physiques. Qu'est-ce que doit faire la femme? Quels sont les conseils qu'il faut lui apporter et quels sont les outils juridiques et administratifs qui existent pour que la femme puisse se défendre utilement, sans pourtant entrer dans une situation de guéguerre qui est interminable. On a eu la chance avec Awa d'échanger sur cette problématique. Il y a un tronc commun qui nous lie. Ça veut dire la conviction qu'on doit lutter contre toute violence faite à une femme parce qu'elle est femme. De toute façon, la violence globale, il n'y a pas aucun droit qui permet à un humain de faire subir une violence à un autre humain, que ce soit même un homme, a fortiori une femme, dans le cadre d'une union qui s'avère être parfois dans une position de faiblesse. Donc moi, mon regard sera porté sur la violence conjugale. Quelle est son appréhension juridique? Quels seront les moyens, et quels sont les moyens actuellement ici où nous sommes en France, de l'éviter? Et si ça arrive, quels sont les moyens de faire sanctionner cela? Ça, c'est pour tout couple, que ce soit un Européen, que ce soit la violence en tant que telle est appréhendée au niveau pénal. Mais aussi, il y a des circonstances aggravantes. Quand la polygamie en tant que telle, sa pratique est prohibée ici en France, dans le cadre du délit de bigamie. On parle de polygamie, mais c'est plutôt la bigamie qui est interdite. Comme il a souligné, être en couple avec deux personnes consentantes majeures en tant que telle, s'il n'y a pas d'union célébrée civilement, n'est pas un délit en France. Ça veut dire que donc le délit c'est bigamie, ça veut dire qu'il y a deux célébrations civiles de mariage qui est prohibée. Le problème c'est que, globalement, les maris polygames en France n'ont pas de mariage célébré. C'est ce qui est un vide juridique. Il y a une femme qu'on a mariée civilement ici ou ailleurs, le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil, parfois pour des raisons d'immigration, pour avoir soit les papiers dans le cadre du regroupement familial ou pour la nationalité. Et l'autre femme qu'on a mariée coutumièrement, on l'a fait venir ici parfois même illégalement. Ce qui signifie que ce mari peut dire que non, c'est ma concubine, c'est juste une copine. Donc dans la légalité, on ne peut pas dire qu'il y a polygamie, donc il faut éviter les amalgames à ce niveau. Quand on appréhende un mal, il faut cerner le contour de ce mal pour pouvoir le combattre, comme je l'ai toujours dit à Awa. Sinon, on surfe dans l'amalgame et dans le sensationnel, et là, il n'y aura pas de résultat. Donc, même pour reprocher quelque chose, comme on l'a dit, il y a des gens qui disent que oui, mais en France, il y a la polygamie. Comme vous dites, c'est un argument classique, moi-même je l'ai dit. Mais j'y crois parce que de fait, on peut être polygame de fait. Ce n'est pas appréhendé par le droit. Il y a des gens qui vivent simultanément avec la femme, la maîtresse, mais certes pas sous le même toit. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des polygames de temps en temps et de plus en plus qui ne vivent pas avec les deux femmes sous le même toit. Même à Dakar, je vois des amis qui sont magistrats, de mes étudiants aussi qui sont magistrats, qui maintenant ont la tendance d'être polygames et qui dissocient le logement. Il y a une décohabitation qui se passe même de plus en plus. Même la préfecture encourage cette décohabitation. Cette cohabitation. Peut-être que c'est un moins de mal, mais il y a toujours le mal. Je ne crois pas qu'une femme qui s'est rendu compte que son mari le trompe avec une femme qui n'habite pas sur le même toit, sera moins souffrante que la femme qui vit avec. Dans tous les cas, il y a une souffrance. Il me paraît donc que cette souffrance, il faut l'appréhender de manière globale et ne pas dissocier la femme qui est officiellement ou officieusement polygame de la femme aussi qui est trompée, parce qu'il y a une violence psychique aussi. Donc moi je pense que si il est avéré, je ne crois pas, mais s'il est avéré que la polygamie peut être appréhendée comme une violence psychologique, je parle de si, conditionnelle, il y a une appréhension pénale dont je vais parler. Il me paraît plus opportun de ne pas entrer dans ce débat parce qu'il y aura un quiproquo, mais au moins de se limiter au fait qu'il y a une violence en tant que telle du fait de la cohabitation, qu'elle soit polygamique ou pas. À partir de ce moment, on peut sanctionner cela. On ne va pas se chercher si le mari est marié coutumièrement. Parfois, on peut être polygame sans avoir du tout de mariage. Il est arrivé que plusieurs personnes que j'accompagne, maliens, sénégalais, vivent avec deux femmes dans le 13e arrondissement, avec 4 enfants dans un T2. Pour moi, je ne parle même pas de polygamie humainement parlant, il y a la promiscuité qui ne permet pas aux enfants de grandir normalement. Déjà, il y a un problème. Mais lui, juridiquement, on ne peut rien faire contre lui. Il n'est marié ni avec l'une, ni avec l'autre. C'est un mariage coutumier. Et on sait que le droit français n'accorde pas une valeur juridique à cette union qui est de fait. Donc il y a un problème à ce niveau. Or, il commet une infraction dans la mesure où il fait subir à l'une et à l'autre des conséquences au niveau de leur vie personnelle. Mais juridiquement, il est lié ni à l'une ni à l'autre, alors qu'il fait de la polygamie.
Si on part de cette hypothèse, si on est d'accord que ce qu'il faut appréhender, c'est le fait qu'un homme fait subir ce mal à une femme ou bien à deux femmes dans le même cadre, il y a une conséquence juridique. La première conséquence, c'est de démontrer que la femme montre qu'il y a un mal qui lui est subi. Parce que si la femme est consentante, on ne peut plus faire de combat. S'il n'y a pas d'infraction, ce qui n'est pas puni par la loi, on ne peut pas, nous, se donner la peine de punir cela. Ce qui n'est pas interdit globalement est autorisé. Et si c'est autorisé, si les deux personnes sont consentantes, on ne peut plus rien faire. Il faudrait que la femme ne veuille pas de la polygamie. Et des femmes qui disent que moi, je suis polygame, comme je l'ai dit à Awa. J'ai des étudiants qui sont devenus magistrats qui me disent, monsieur Tal, moi, par principe, je veux être femme de monsieur polygame. C'est ce qui est plus adapté à ma vie personnelle. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un homme à 100% du temps. Est-ce qu'on a la possibilité de dire à cette femme, non, c'est pas bon pour vous? Finalement, on fait aussi quelque part une dictature personnelle. Donc, il faut partir du principe que la femme ne veut pas. Son consentement est vicié. Ça veut dire qu'on a extorqué son consentement ou bien qu'il n'y a pas de consentement. Dans ce cas, pour moi, c'est illégal et c'est très grave. C'est à partir de ce moment que tu commences à raisonner. Mais pas dans les autres hypothèses où il y a un consentement. Il faudra conseiller à toutes ces femmes-là que la première chose à faire s'il y a cette violence, c'est de le faire constater en portant plainte. Soit contre X, soit contre la personne si on sait bien que c'est cette personne-là qui me cause un tort. Et même s'il n'y a pas de polygamie. Comme il l'a démontré, Antoine, on peut dire que le fait que vous m'imposez, vous, on est mariés tous les deux, hypothèse, Awa et moi, on n'est pas mariés en réalité, mais on se fait une supposition. Donc, on va supposer qu'on était mariés. Et que donc je fasse venir une autre femme, dans le cadre d'une polygamie que nous on sait, qui est valable dans notre coutume, du Sénégal, je suis sénégalais aussi, vous pouvez porter plainte contre moi. Pas au regard d'une interdiction de la polygamie, parce qu'il n'y a pas d'union avec l'autre épouse, mais du fait que je vous fais subir une peine, une violence psychologique. La violence psychologique est interdite comme la violence physique, au même pied et sanctionnée au même titre. À ce titre-là, ce que vous deviez faire, c'est porter plainte contre votre mari qui vous fait subir cette violence. Et ça peut aussi avoir le relent de violence sexuelle. À partir du moment où je n'accomplis pas mon devoir conjugal, partager le même toit, en droit, c'est ce que le Code civil dit, mais en fait, tout le monde sait ce que ça veut dire. Dormir au lit, ça veut dire ce que ça veut dire que je ne vais pas dire. Je ne le fais pas comme il le faut, parce que je partage ce temps-là avec une autre femme. Il y a une violence psychologique. Ça, c'est plus intelligent. Vous pouvez le sanctionner en droit positif. Sinon, le reste, ce sera plutôt des convictions, si on n'est pas d'accord, est-ce qu'il y a la polygamie ou pas. Alors que là, c'est du concret, c'est sanctionné par le droit pénal. Et à partir du moment où c'est sanctionné par le droit pénal, vous avez la possibilité de porter plainte contre X ou bien contre lui devant le procureur ou devant la police. Une fois que c'est fait, même mieux encore, ce que je vais dire ne va pas arranger des polygames, mais il faut protéger nos sœurs. Mieux, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Parce que s'il y a une violence psychologique ou physique, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales, demander à ce que vous ayez une ordonnance de protection contre cette violence, quelle que soit la nature. À partir du moment où vous avez l'ordonnance, il y a beaucoup de conséquences qui suivent. Vous avez la priorité sur le logement familial. Vous pouvez demander à être isolé de ce coupable, de ce délinquant qui est le mari, qui serait M. Tal. Donc, on va me demander de quitter les lieux jusqu'à ce que le juge se prononce dans le fond de l'affaire. Et le logement vous reviendra de droit, c'est vous la victime. Même à titre provisoire, s'il n'y a pas de jugement, pour vous accorder le logement. S'il y a des enfants, à partir du moment où il y a l'ordonnance aussi de protection, vous pouvez avoir la garde exclusive de l'autorité parentale sur les enfants, pour leur bien-être. Et ça va résoudre les problèmes dont on a parlé. Encore, toujours comme conséquence, ça peut arriver des étrangères, surtout qui n'ont pas les moyens parfois d'aller se plaindre. Parce que, n'étant pas en situation régulière, le mari vous amène, il ne peut pas vous faire bénéficier de son titre de séjour ou de sa nationalité parce qu'il est bigame, de fait. Donc, vous restez dans la clandestinité. Et ça va lui plaire parce qu'il vous domine, il vous contrôle. Si vous avez l'ordonnance de protection, la loi, on a fait le combat. Autant j'étais dans un comité interministériel ici avec Éric Besson qui fut ministre de l'immigration. On a fait ce combat pour que toute femme, dans le cadre d'une union matrimoniale qui bénéficie d'une ordonnance de protection, bénéficie d'un titre de séjour, de facto. Dès que vous l'avez, vous avez le droit à un titre de séjour depuis 2010. Depuis juillet 2010, il y a une loi à ce niveau. Il faut que les femmes puissent savoir cela. C'est très important, donc ça vous donne le droit maintenant de sortir de cela et même de porter plainte. Voilà. Une fois que vous portez plainte ou bien que vous avez ça, donc il faut le dire à vos femmes. Surtout les femmes qui sont en situation irrégulière, il y en a beaucoup qui vivent en silence. Et là, ça fait un mal de souffrir d'une part de la violence et de souffrir de la violence, de ne pas pouvoir se plaindre de cette violence. C'est une double violence, donc maintenant il y a une solution juridique depuis 2010. Aussi, il y a ce qu'on appelle le grand numéro. Le procureur peut vous ordonner à avoir un numéro spécial qui va déclencher une plateforme ici en France. La police va pouvoir répondre automatiquement
Une fois que vous avez ce numéro de téléphone qu'on va vous donner pendant 6 mois, renouvelable éventuellement, ça c'est très intéressant. Si vous faites constater la violence psychologique ou physique et que ça perdure, le monsieur ne va pas quitter l'autre, parce que vous aussi vous ne pouvez pas sortir, et qu'on ne vous a pas encore donné une ordonnance de protection, vous pouvez solliciter ce grand numéro. Et là c'est très intéressant cette évolution de la loi. Et maintenant on part du fait que le mal est constaté, ça veut dire qu'il y a un délit. Si le délit est constaté qu'il y a une procédure qui est en jeu, vous pouvez aussi demander une réparation de ce préjudice. Vous portez plainte, vous pouvez vous porter partie cible pour avoir des dommages et intérêts parce qu'un préjudice vous a été causé. On est en France. Et le droit civil français dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1382 du Code civil. Sur cette base, vous pouvez demander des dommages et intérêts. Au niveau civil, au niveau pénal, vous pouvez demander aussi des dommages et intérêts en tant que partie civile. C'est une possibilité. Donc aussi, si même vous avez une condamnation et que le monsieur il n'est pas solvable, il arrive que beaucoup de polygames ne sont pas solvables. Comme il disait, ils n'ont pas les moyens matériels d'entretenir les femmes. Mais il y a l'égoïsme de l'homme. Et ça, ce n'est pas l'homme africain ni musulman. Moi, je pense que c'est moi-même. Je suis homme et je l'assume. Mais je me contrôle parce que j'ai la conscience de pouvoir me contrôler. Il me semble que l'homme qui a du pouvoir est tenté et porté à l'abuser, comme disait Montesquieu. Mais l'homme qui a son pouvoir de mal, qui ne sait pas se limiter, a tendance à vouloir chercher des partenaires ça et là. Si c'est un système où la polygamie est tolérée, il sera polygame. Si c'est un système où ce n'est pas toléré, il sera plutôt... Il va transformer l'autre en cocu. Il va prendre son scooter pour aller chercher une copine quelque part. Il y en a qui vont prendre leur voiture, un taxi, en tout cas, pour aller le faire. Mais lui aussi, il est polygame. Mais il est verticalement, l'autre, il est horizontalement. Moi, je ne vois pas de différence au niveau de la souffrance de la femme. Sauf si les femmes me disent le contraire. Le fait qu'on me trompe progressivement, en été, t'es plus 1, t'es plus 2, et que l'autre me trompe qu'en été, mais avec, dans l'espace diversifié, ça renvoie à la même souffrance aussi. Donc, dans tous les cas de figure, on peut aussi avoir cette protection et demander des dommages et intérêts. Et maintenant, en France, vous savez qu'il y a 2 systèmes d'indemnisation des victimes, même. Ça, moi, si quelqu'un vient me voir, une femme, je l'aurais accompagné à ce niveau. Parce que la loi a des vides, mais la loi a des aberrations. Le seul fait d'être victime de polygamie vous permet de solliciter la commission d'indemnisation des victimes. Donc, il y a un dommage intérêt que j'ai réclamé. À partir du moment où on voit que c'est plausible légalement, vous pouvez me demander une prévision qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir déménager de votre propre chef. Si vous pensez que vous ne pouvez pas rester dans le local. Ça, c'est légal et c'est permis en France. Si cette commission traîne, il y a aussi une autre commission qui peut vous aider pour le faire. Ce qu'on appelle SARVI, qui aide à avoir une prévision le temps que le problème soit réglé dans le fond. Ça vous permet de déménager. Parfois, les gens restent parce qu'ils ne peuvent pas quitter. De l'extérieur, il y a des assistantes sociales qui disent à la femme, mais oui, il faut partir, madame. On vous met dans un hôtel, même pas 1 étoile, 0 étoile. Comme je vois une femme avant-hier que j'ai aidée, un hôtel, à mon avis, qu'il faut dénoncer, qui est à Rio Garibaldi. On a là-bas des gens qui sont demandeurs d'asile, des gens qui demandent aussi qui sont en situation d'attente pour le titre de séjour. Ou bien on appelle le 115, envoie là-bas. Et c'est des marchands de sommeil. Ils sont payés à l'État au prix fort. Et la dame, quand j'étais parti là-bas, parce que je la connais, que je l'ai aidée, c'était vraiment de l'esclavage moderne. Et donc ça, il faut le dénoncer. Au lieu d'avoir cela, il y a des femmes qui préfèrent rester souffrir parce qu'il y a quand même un toit. Et ça, pour moi, c'est la pire des situations où on est obligé de souffrir parce qu'on ne veut pas être dehors, il vente, qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il neige. Ça peut être très dangereux. En ces cas, sollicitez cette ordonnance. Avec cette ordonnance, vous aurez droit à une réparation et aussi à une prévision pour pouvoir déménager et avoir votre toit. Quand on mange bien et qu'on dort bien, on peut maintenant se prévaloir de ses droits. Il ne faut pas dire à quelqu'un de l'extérieur, madame, sortez, allez vous défendre, on vous met dans un hôtel. Quelques jours après, on vous dit qu'il n'y a pas de place au 115, mais cette personne a tendance, j'ai vu une Camerounaise étudiante qui est retournée de son propre chef, c'est la personne. Ça m'a révolté, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas assistant social, je suis juriste. Mais il fallait me transformer en humain et essayer de l'accompagner pour lui dire non, madame, on va se trouver une solution. Chez une dame française qu'on connaît bien, qui joue la madame Georges, comme on dit chez nous, qui aide les gens qui sont en désespérance, qu'il a hébergés. Ce n'est pas son rôle d'aider toutes les personnes dans ces cas de figure parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc il faudrait que, dans le cadre de vos associations, vous fassiez des propositions à ces autorités comme le 115, à ces autorités comme la préfecture, pour leur dire qu'il y a des mots comme ça qu'on peut résoudre. Ils ne sont pas au courant que l'argent a été détourné, par exemple. Je pense que des associations comme les vôtres peuvent jouer ce rôle pour les accompagner au niveau de ces violences. Donc moi, il me semble que pour tout ce qui concerne la violence conjugale, comment l'appréhender au niveau pénal, c'est ce schéma-là, si ça concerne la polygamie. Il ne faudrait pas essayer de l'appréhender au niveau de la polygamie en tant que telle, parce que la polygamie généralement pratiquée en France n'est pas un délit. Ils sont intelligents. Et même, c'est très rare, comme vous l'avez dit, si le maire l'a fait, le maire sera sanctionné, mais avant de marier des personnes, on leur demande des certificats de coutume qui attestent que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas engagé par une union. Si vous êtes déjà engagé quelque part, vous ne pouvez pas vous remarier en France. Donc c'est un cas très rarissime
où un maire va célébrer un mariage alors qu'il y a déjà un mariage en cours quelque part en Europe. Et l'article 47 du Code civil français dit que tous les mariages qui ont été célébrés dans des formes usitées dans les pays d'origine ont une force probante ici. Ça veut dire que même le mariage coutumier, et ça c'est quelque chose, une extrapolation mais juridique, même le mariage coutumier, une fois que ce mariage peut être transcrit sur les registres d'état civil du pays concerné, une fois que la loi du pays concerné accorde une valeur juridique à ce mariage coutumier comme au Sénégal, peut être appréhendé en droit français comme du mariage civil. Ça veut dire que ces gens peuvent devenir polygames ici en France. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune décision qui sanctionne un polygame de ce fait. Donc il y a du travail à faire, il y a des solutions, comme je vous disais la dernière fois. Il me semble qu'il faut plus se concentrer sur ces solutions juridiques, réfléchir à les sanctionner positivement et ne pas les sanctionner que moralement, que c'est pas gentil, c'est pas bon. Ça ne va pas les calmer. Et ça, il y a une solution aussi à ce niveau. Mariage coutumier peut être interprété pour ce qui concerne le Sénégal et le Mali, qui donnent le plus grand contingent de polygames ici en France en tout cas. Ce sont ces pays, aussi il y a Mayotte comme je l'avais souligné. Par contre, je vais terminer sur ce propos qui ne va pas plaire à Awa. Dans la lutte contre la polygamie, il ne faut pas faire des discriminations. Pour moi, polygame égale polygame. Qu'il soit mormo ou sénégalais, bambara ou malien, c'est un polygame. S'il l'applique en France, il faut la même sanction. Par contre, le droit français comporte des aberrations. Si je suis maoré de Mayotte, je peux pratiquer la polygamie parce que je relève d'un statut spécial. La France l'avait toléré parce qu'elle avait envie de garder sa position géostratégique là-bas lors du référendum. Et ça continue toujours. Ça veut dire qu'il y a des polygames français statutaires. Comment voulez-vous maintenant, moi juriste, vous me dites que oui, il faut nous aider à combattre la polygamie. Je vais vous dire qu'il y a un problème politique à résoudre avant. Il faut dire qu'il n'y a pas de polygame en France du tout. Ça, ce sont un autre combat pour que ce soit légitime. S'il n'y a pas cette légitimité dans le combat, il y a des gens qui sont émus de justice comme moi, qui ne veulent pas qu'on maltraite les femmes, qui seraient gênés à faire un combat à 2 niveaux. On ne peut pas faire ce combat en dents de scie. On doit être cohérent et logique dans notre démarche pour que la femme soit respectée et aimée dans le sens vrai du terme. Et parce que ce sont nos sœurs et comme je disais, ce sont nos mères. À partir du moment où on a conscience que notre mère, pour moi, c'est maintenant la personne qui parle. Et une femme, c'est la base de soi. Ma mère, c'est une femme, ce n'est pas un homme. C'est elle qui m'a mis au monde. Donc je dois respecter. Toutes les femmes, je respecte ma maman. Et comme vous disiez, les gens qui se considèrent forts parce que pour montrer la virilité, il faut avoir 4 femmes, 5 femmes. En général, ils peuvent être petits. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, à la base, on fait du mal. Cette femme, elle est une femme lambda, elle est la mère d'une autre personne. Donc ça fait théoriquement votre mère. Si vous faites mal à votre mère, vous êtes petit. Donc soyons forts pour respecter les femmes. C'était ça l'objet de mon intervention. Et aussi, il y a pas mal de gens qui ont posé des questions qui nous ont permis d'aborder de manière globale les réalités sociétales depuis nos pays d'origine et voir ici en France comment on peut les appréhender à travers le système juridique qui est différent du nôtre. Je donne un exemple, la polygamie, qui est tolérée et autorisée dans pas mal de pays comme le Sénégal. Et ici en France, il y a le délit de bigamie. Donc les immigrés sont dans une situation très complexe. Parfois, on a 2 épouses, on fait venir l'une, l'autre exige qu'on la fasse venir et une fois sur place, on est en faux par rapport à la loi française. Les enfants aussi ont des droits. Il y a la Convention internationale des droits sur le droit des enfants. Il y a la loi française, le Code civil. Il fallait disséquer tous les éléments dans ce système qui permet à la femme et à nous, les immigrés, de vivre nos coutumes dans le respect des lois de nos pays d'accueil, en l'occurrence ici la France. Au Sénégal, il y a un vrai problème au niveau de la succession. Les enfants dits naturels n'ont pas les mêmes droits que les enfants qui sont nés d'une union déclarée, d'une union régulière, coutumière constatée ou bien d'une union civile. Donc ce problème peut poser un problème de droit international privé plus complexe. Mais quand on est en France et que la succession se pose en France, il n'y a pas de distinction entre ces enfants, dits naturels ou pas. Par contre, s'il y a un problème, un élément d'extranéité qui fait que le système français est en conflit avec le système sénégalais, le problème devient plus complexe. Tout le problème sénégalais va se rapatrier ici en France. Je donne l'exemple du Sénégal, ça peut être le Mali ou un autre pays. Donc la polygamie peut causer effectivement des problèmes à ce niveau-là. Il y aura un problème de droit international privé. Heureusement qu'il y a des systèmes de résolution des conflits de loi dans lesquels nous, on est spécialistes. On peut conseiller nos frères et sœurs et nos amis immigrés sur les voies et moyens pour éviter en amont que ces problèmes de succession arrivent. Et si ça arrive, voir quelles sont les solutions judiciaires pour résoudre le contentieux.